troisième et dernière partie de Frontal, notre émission dont le numéro de ce jour est consacré à la CEDEAO. Une nouvelle invitée m'a rejoint. Sadio Morel Kanté, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci. Merci de nous avoir rejoints pour faire le décryptage de la CEDEAO qui se trouve aujourd'hui dans la tourmente. Et précisément avant que le professeur ne nous fasse son analyse, comme vous venez de nous rejoindre, quel regard portez-vous sur la difficile situation que vit la CEDEAO qui vient de perdre 3 de ses membres? Alors, je pense que si je me penche sur le dernier communiqué de la CEDEAO, elle est dans une thème qu'elle a fait le Sénégal. Non. D'abord, les 3 pays, on parle de la CEDEAO. Je pense qu'il s'agit je parle du retrait. Ah, le communiqué du 28 janvier. Du 28 janvier 2024. Voilà. OK. Concernant cela, je pense que le communiqué, en réaction au communiqué conjoint des États du Sahel, c'est ça. Voilà, je pense qu'elle est dans une démarche diplomatique d'accompagnement avant de procéder au divorce, comme ça a été le cas avec la Mauritanie lorsqu'il y a, donc il y a une période diplomatique qui s'avère, parce que la CEDEAO, je pense que normalement, elle a un penchant beaucoup plus diplomatique que conflictuel. Alors, lorsque, à un moment, la Commission a dit que les chefs d'État ont exposé des raisons de leur retrait, la première fois, c'est la perception d'un éloignement de la CEDEAO des idéaux des panafricains, des pères fondateurs. Alors ça m'a beaucoup interpellé parce que je ne peux pas comprendre que ce sont des gens qui ont fait un coup d'État, un crime imprescriptible dans leur propre constitution, qui ont reçu des sanctions que je vais vous dire, lorsqu'on me dit que les sanctions économiques et consorts ne sont pas prévues par la CEDEAO, ce n'est pas vrai, parce que il y a le protocole additionnel le traité de Cotonou dit à un moment qu'il convient de souligner que le propre de la règle de droit est d'être une règle sanctionnée par l'autorité. Ainsi, la sanction est une mesure de contrainte accompagnant toute règle de droit est fondée sur la violation d'une obligation issue de cette règle de droit. Dans le droit communautaire de la CEDEAO, les sanctions aux violations des obligations conventionnelles des États membres procèdent à la fois de l'autorité politique et de la communauté. Donc la conférence des chefs d'État décide, après que la Cour de justice de la CEDEAO s'est prononcée, des sanctions juridictionnelles peuvent être entendues ici comme l'ensemble des mesures de réaction prises par la Cour, justement, est justifiée par les violations obligatoires. Ça veut dire que on nous dit ici que les chefs d'État, réunis en conférence des chefs d'État, justement, peuvent décider des mesures par rapport à la gravité de ce qui a eu lieu. La question, maintenant, c'est est-ce qu'elles sont efficaces? Oui, c'est-à-dire, on vous dit aussi qu'elles sont efficaces que lorsque les États membres eux-mêmes respectent les sanctions. Ça veut dire que lorsque la Guinée n'a pas fermé sa frontière, elle n'a pas été sanctionnée parce qu'elle n'a pas fermé ses frontières. Le Togo non plus? Le Togo non plus. Oui, mais on a évoqué dans la première partie de notre émission, et très rapidement, et Sadio Morel et Kanté, le professeur a évoqué la question de l'éthique, mais on a évoqué le cas des malades qui sont privés de médicaments parce que le Bénin... c'est faux. Non. Quand on ferme les frontières, c'est faux. D'accord, écoutez, je vais vous dire. Lorsque la CEDEAO a pris, c'est d'abord les militaires qui ont formé, à chaque fois qu'ils ont fait un coup d'État, qu'ils ont fermé leurs frontières. Non, ça a dû 2-3 jours et puis oui. D'accord, mais ils ont fermé alors qu'ils n'ont pas le droit de le fermer déjà. Ils sont anticonstitutionnels et ils ferment des frontières. Et lorsque la CEDEAO a décidé de la fermeture des frontières, c'était de ne pas laisser passer les libres circulations des personnes. Oui, mais les médicaments, s'il vous plaît, les produits pétroliers et les denrées de première nécessité passaient. La CEDEAO n'a pas interdit le passage. Vous avez à la frontière béninoise les camions bloqués, chargés Ça, c'est par rapport au Niger. Ben oui. Voilà, le Niger est encore un cas beaucoup plus grave pour la CEDEAO parce que le président, qui n'a pas encore démissionné et qui est séquestré, a fait que la mesure prise pour la CEDEAO est beaucoup plus exceptionnelle encore que les mesures prises pour le Mali. Très bien. Voilà. Alors, professeur David Assiba Johnson,
Sadio Morel-Kanté dit que la CEDEAO est dans une approche diplomatique, faisant référence notamment au communiqué produit après le retrait des 3 pays de la CEDEAO, où elle propose une discussion politique pour que les 3 États revoient leur position. Seulement voilà, le président burkinabé a déjà indiqué, nous avons pris un chemin de non-retour. Nous ne reviendrons pas à la maison CEDEAO. C'est ce qu'il faut faire, absolument. Ou bien vous pensez encore qu'il y a quelque chance aujourd'hui que la CEDEAO sauve politiquement l'éclatement? Non, il y a 2 problèmes là. Oui. Le premier problème, lorsque vous avez des problèmes de droit, il faut laisser les spécialistes de droit s'exprimer sur certaines choses. Ça, c'est important. Sinon, on appelle ça l'ultra-crépidarianisme. Ça signifie parler des choses que l'on ne maîtrise pas. Ça, c'est important. Mais ceux qui les maîtrisent, quand ils veulent... S'il vous plaît. Non. Parce que là, c'est une attaque à ma personne. Je ne tolère pas. Non, si. Mais laissez finir le procès. Vous allez répondre après. C'est un peu vers Je ne suis venu attaquer personne. Non, je veux dire que... Il y a une attaque. On laisse le procès finir. Non, mais parce que je reviens là-dessus. Tout à l'heure, j'ai écouté le professeur de droit dire certaines choses, ça relève de son domaine. Oui. Et quand je ne vais pas m'avancer pour rentrer dans ce domaine, d'autant plus qu'il exerce, il pratique ce métier. Il y a des métiers que je pratique également. Je défie qui que ce soit de venir m'attaquer sur le management stratégique des nations, etc., etc. Alors, je veux dire qu'il faut savoir raison garder. Raison garder, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer dans un domaine et commencer à vociférer sur des choses que l'on ne maîtrise pas. Par exemple, si je prends, je vais vous parler par exemple de la conjecture. Vous pouvez aller droit à votre sujet et ne pas m'attaquer, monsieur. Merci. Bon, est-ce que je pourrais poursuivre ? Allez-y. J'ai posé la question du non-retour évoquée par le président burkinabé, lié notamment à leur retrait. Mais c'est leur choix. Oui. C'est leur choix. Il y a la CEDEAO qui propose des discussions politiques pour voir si éventuellement il pourrait changer mais je de ne position. peux pas m'engager à la place des chefs d'État de l'AES qui ont pris position. Ouais. Non, moi je vous demande une analyse, votre avis. On demande, mais la question qui a été posée, par exemple, à Ibrahima Traoré, il a bien fait comprendre que nous ne pouvons pas faire un aller-retour, un rétro-pédalage, c'est pas possible. Bon, mais non, raisonnons par l'absurde. S'il vous plaît. Raisonnons par l'absurde. Supposons simplement, comme Madame venait de le dire, que c'est une possibilité qu'on puisse réfléchir, on puisse redialoguer. Mais alors, ce redialogue, il va être fondé sur quoi? C'est-à-dire que déjà, le cadre institutionnel, les gens de l'AES considèrent qu'il y a des choses qui ne marchent pas correctement. Oui. Ça voudrait dire que je reviens et donc je vais admettre le cadre que j'avais précédemment répudié. On dialogue sur ce qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Alors, c'est pas possible. La seule possibilité qu'il y ait dans cette affaire, c'est une reconfiguration des processus, la reconfiguration institutionnelle. Et cette reconfiguration institutionnelle, il faut permettre, parce que, d'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi ça pose problème. C'est-à-dire que nous avons une institution qui a travaillé jusqu'à un certain moment, oui, il y a qui existe depuis 49 ans, etc. Ben, il faut qu'on s'assoie et qu'on fasse appel à des spécialistes de droit, mais d'abord par rapport à une vision préalablement définie et attelée que la rédaction institutionnelle tienne compte justement de la vision préalablement définie. C'est cela. Donc, le cadrage se ferait et on ne se retrouverait plus dans des situations d'impasse. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis en train de dire que jusqu'alors, écoutez, le meilleur service que l'on puisse rendre à la CEDEAO, n'est-ce pas, c'est justement complètement procéder à la dislocation de la CEDEAO et la faire reconstruire d'une autre façon. Alors, avant très rapidement de vous donner la parole, professeur
Jean-François Akanji-Kombe. Alors, je propose Madame Sadio Morel-Kanté qu'il n'y ait pas de tension dans cette émission. Mais c'est pas moi qu'il faut s'adresser. Vous avez peut-être mal interprété quelque chose. Pas à moi qu'il faut s'adresser. Non, je ne pense pas que vous ayez l'intention d'attaquer personnellement. En tout cas, quand on dit vociférer, c'est pas sympa. On peut considérer effectivement que si c'est à vous que le professeur s'adresse, on peut effectivement... Je ne l'ai pas dit, c'est elle qui m'a attaqué. Et vous l'avez vu revisionner. Oui. Je dis, on doit parler des choses que l'on maîtrise. Très bien. Alors, si je parle de la conjecture... On va avancer. Alors, très rapidement, Jean-François Akanji-Kombe. Les uns disent, il faut qu'on discute. Il faut qu'on se parle. Les autres disent, ceux qui ont claqué la porte disent, nous ne reviendrons plus à la maison. C'est terminé. Nous avons pris un chemin de non-retour. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, ce qui va se passer, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas le dire. Mais, les hypothèses. Mais je dis simplement que aujourd'hui, et notre compatriote africaine qui était là avant vous, avant de partir, nous a fait part d'une expérience, en tout cas d'observation qu'elle avait faite. Aujourd'hui, la CEDEAO, c'est pas seulement la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons beaucoup d'organisations de la société civile qui ont réfléchi, qui ont construit des propositions qui sont sur la table des chefs d'État et de gouvernement. Et donc, c'est tout ça qu'on est en train de jeter, comme je disais tout à l'heure, avec l'eau du bain. Et dans le même temps, je ne crois pas savoir que ceux qui disent qu'ils sortent, ceux qui ont décidé de sortir, enfin les chefs d'État qui ont décidé de sortir, ce ne sont pas les pays, ni les nations, ni les peuples, je le répète, les chefs d'État qui ont décidé de sortir, je ne crois pas savoir qu'ils aient soumis une quelconque proposition d'évolution des institutions. Il n'y a pas de proposition positive sur la table aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, en particulier, c'est que derrière ce débat sur la pertinence de la CEDEAO, sur l'utilité de la CEDEAO, sur les bienfaits de la CEDEAO, avec évidemment des conclusions extrêmement négatives, derrière tout cela, c'est un écran de fumée pour masquer des volontés de se maintenir au pouvoir à vie, sans avoir à rendre compte à personne. Ça va de l'AES jusqu'au Sénégal. C'est intéressant si vous... Et c'est cela. Si vous ne circonscrivez pas la difficulté au niveau de l'AES. Parce que sinon, les questions dont nous sommes en train de parler peuvent être discutées sereinement. La réforme d'institutions peut être discutée sereinement. Je suis d'accord avec mon collègue. Les techniciens qui seront invités autour de la table pour rédiger, ils doivent rédiger selon une unité politique, selon une volonté politique. Bien sûr, et cette volonté, elle est exprimée par les chefs d'État. Il est à souhaiter qu'elle reflète la volonté des peuples. Et je reviens toujours sur ma marotte, d'une certaine manière, parce que je crois qu'on ne s'en sortira pas positivement en Afrique si on ne fait pas confiance à nos citoyens et aux Africains. Et si on considère que des chefs d'État ont la science infuse, ils ont le panafricanisme infus, et que eux, ils peuvent faire le... Il faut que le peuple exerce véritablement sa souveraineté. Est-ce que vous savez que j'ai été appelé à faire des propositions pour l'évolution des institutions de l'AES? C'est la raison pour laquelle je connais très bien cette institution. Est-ce que vous savez, parmi les propositions que j'avais faites, il se trouve que de toutes les organisations africaines, l'AES, depuis l'origine, est la seule organisation qui ne comporte pas d'institution parlementaire, c'est-à-dire de représentation des populations. Et des propositions avaient été faites. Elles ne vont pas être suivies des faits. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question-là, il faut se méfier, dépasser le brouillard qu'on nous crée pour trouver les vrais enjeux, s'asseoir, discuter entre Africains sereinement, l'arbre à palabre. On pouvait élever la voix, on pouvait dire des choses extrêmement franches, extrêmement même parfois tranchantes. Mais il y avait une régulation. Et on aboutit à un résultat. Et nous avons à nous mettre autour de la table pour construire cette Afrique de demain sans jeter la CEDEAO, parce que, je le répète, c'est un instrument perfectible. Très rapidement, et Sadio Morel-Kanté... Je pense... Très rapidement, Sadio Morel-Kanté, vous êtes journaliste, analyste politique. Le bois dont parle le professeur, cette propension que vous stigmatisez chez les militaires
à s'éterniser au pouvoir. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Mais ça vient aussi du phénomène du troisième mandat, qui concerne les civils, les chefs d'État civils, où on finit son deuxième mandat, on modifie la Constitution pour faire un troisième mandat, pour créer une nouvelle république, pour faire un quatrième mandat, etc. Mais le problème ne vient-il pas de là, véritablement? Alors, si je dois répondre par rapport au pays de l'AES, il s'avère que Ibeka était à 2 ans de son deuxième mandat. Oui. Il s'avère que Kaboré n'avait pas la volonté de faire un troisième mandat. Et que Damiba n'avait que quelques moments... lui aussi, il a fait un coup d'État. Oui, il a fait un coup d'État, oui. Et que lui aussi n'a fait que très peu de temps avant d'être délogé. Et qu'au Niger, Bazoum aussi venait également d'être élu. Oui. Donc ça ne correspond pas vraiment à ce que les militaires ont fait dans ces zones-là. Et si je prends le cas spécifique du Mali, de 68 à 1991, il y a eu 23 ans de pouvoir militaire. Il y a eu 10 ans de pouvoir militaire avec ATT. Il y a eu 1 an et demi de transition avec ATT. Il y a eu à peu près 2 ans avec Aya Sanogo, qui était militaire également. Le tout, l'un mis dans l'autre. Les gestions militaires ont été de quantité plus importante en nombre d'années que les pouvoirs civils. Alors, qu'est-ce que ces militaires-là ont fait? C'est-à-dire, c'est la question aussi qu'il faut se poser avant de stigmatiser les civils. Moi, c'est-à-dire, je suis aussi issu de cet espace mandingue, oui, où le fédéralisme est chevillé au corps chez les populations. C'est-à-dire, nous, comment on nous parle, c'est que chaque être humain doit être né avec une aiguille pour enlever ce qui ne va pas, ouais, mais maintenir. C'est-à-dire, au lieu qu'on soit dans un état d'esprit où la petite chose qui nous brouille, c'est-à-dire on oublie tous les acquis pour s'appuyer sur la petite brouille, pour tout casser. Moi, je ne connais pas cette mentalité dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Et là où on fait aussi que les choses bougent un peu plus qu'en Afrique centrale, où on trouve des gens qui ont plus de 40 ans au pouvoir, qui ne font même pas, c'est-à-dire il n'y a même pas ni d'avancée sociale, ni politique, qu'on maintient au pouvoir, ou ce qu'on appelle les panafricanistes aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'ils puisent leurs ressources, n'attaquent jamais cela, mais viennent dans ces 3 pays-là exacerber. C'est-à-dire ce qui est, un instant, ce qui est le plus difficile, je crois, c'est ces jeunes-là qu'on est en train de formater dans le négatif. Je ne sais pas combien d'années... Non, vous pensez que les jeunes sont en train de... Ce que j'ai vu pendant cette CAN, c'est-à-dire, on dit qu'à Goma, il y a eu génocide. C'est le mot avancé qui a... Oui. Et les RDCiens vont avec des banderoles au stade pour dire génocide. Oui. J'ai vu des Maliens, des Burkinabés, des Nigérians dire voilà, quand il s'agit de la RDC, on permet ça. Et pour l'AES, pas ça. Quand on arrive à comparer ce qui se passe en est de la RDC et l'accaparement de pouvoir par ces gens-là, qui ne donnent même pas, lorsqu'on leur demande de mettre un calendrier électoral, ils viennent avec des propositions politiques internes en lieu et place et veulent qu'on les accompagne. Mais là, pour une fois que la CEDEAO, pendant cette phase d'1 an, leur dit « asseyons-nous, dialoguons », s'ils ne veulent pas, je crois que comme la Mauritanie, personne ne va les retenir. Très bien. Et le pire encore est qu'ils restent dans l'UEMOA, où... Ça, on ne sait pas encore comment la situation va mais ils l'ont dit. évoluer. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit qu'il reste dans l'UEMOA. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ceux-là même qui ont stigmatisé le front CFA? Je ne veux pas trop accaparer la pouvoir, ça sera peut-être une autre discussion. Oui, absolument, absolument. On reviendra effectivement sur, en fonction de l'évolution de la situation dans la région. Professeur David Asiba Johnson, votre idée, elle est claire. Il faut dissoudre la CEDEAO et vous dites il faut plutôt une CEDEAO des peuples. Jusque-là, on est d'accord. Mais qui va faire ça? Parce que là, on est en train de parler d'une organisation où, pour l'instant, ce sont les chefs d'État qui se retrouvent pour décider du sort de leurs États, enfin, de la communauté. Maintenant, vous dites il faut dissoudre cette organisation. Qu'est-ce qui va se passer après? Qui va prendre l'initiative aujourd'hui de dissoudre la CEDEAO et de créer une nouvelle CEDEAO?
Non, c'est-à-dire que la question que vous me posez, en fait, c'est le modus operandi. Oui, c'est ça. Le modus operandi lié à la reconfiguration institutionnelle. Oui. Puisque vous parlez des dissolutions. Oui, mais bien sûr. Oui. Allez-y, bien sûr. Je me fonde sur les propos de mon collègue qui, lorsqu'il avance en disant on veut une CEDEAO des peuples, etc. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut consulter le peuple. Il faut consulter le peuple. Il y a le modus operandi doit partir du peuple. C'est pas du top-down. Hein? Sur quelle question? Comment? Sur quelle question? Mais pour qu'on comprenne le mécanisme que vous envisagez. Mais alors, comment la CEDEAO a été construite au départ? Ah, il n'y avait pas eu consultation du peuple? Il n'y a pas eu une consultation du peuple. Non. Bon, alors, on ne va pas recommencer la même chose. S'il n'y a pas eu une consultation du peuple, on ne va pas recommencer la même chose. Nous disons, nous voulons une CEDEAO des peuples. Ouais. Donc, alors, justement, on peut définir un protocole, une architecture, qui va définir une séance de travail préalable, qui va définir le modus operandi, qui va permettre de pouvoir avancer. Et on fait un référendum. D'abord, ce que vous êtes en train de dire, il faut en être conscient. C'est pas parce que dans le passé, on a construit quelque chose, qu'il faille justement reproduire cela. Non. Sûr, OK. Donc, nous avons vécu 49 ans avec une impossibilité, avec des hauts et des bas. Et donc, ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est de ne pas recommencer les mêmes erreurs, et c'est de prendre les bonnes décisions à l'intérieur, justement, de cette institution, pour pouvoir, justement, reconfigurer les choses, step by step, de manière graduelle, incrémentale. Donc, pour l'instant, si l'on dit qu'il faut battre la terre, il a été dit à l'instant qu'on a permis, effectivement, à la Mauritanie de s'en aller. Ça n'a pas donné... créer un problème outre mesure, laissons les gens de l'AES s'en aller, et puis après, inscrivons-nous dans la démarche de la reconfiguration institutionnelle. Merci, professeur David Asiba Johnson, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous également, professeur. Oui, j'aurais bien aimé juste dire un ou deux mots. Ce qui est en panne, c'est la CEDEAO politique. Oui. La CEDEAO de la justice a considérablement avancé, est une avancée. La CEDEAO économique, on ne mesure pas assez les bienfaits de cela, de la libre circulation des personnes dans cet espace, des citoyens, et de la libre circulation des marchandises et de l'activité économique. C'est un socle que nous, en Afrique centrale, on envie à l'Afrique de l'Ouest. C'est un acquis. Mais il y a une panne de la CEDEAO politique. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut circonscrire le problème. Et ce n'est pas insoluble. Il n'y a pas une libre circulation des hommes. Je vais aller un peu dans son sens pour dire que Tshisekedi en RDC, qui n'a pas politisé le départ de la MONUSCO, qui n'a pas politisé le départ des troupes de l'AES en faveur de celles de la SADC, alors qu'il a fait exactement les mêmes demandes que les États dits de l'AES qui ont chassé avec fracas d'autres institutions parce qu'il y avait une politisation derrière. Voilà, donc, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission consacrée donc à la CEDEAO. Alors on a bien vu les positions, elles sont claires, il y en a qui pensent qu'il faut en finir définitivement avec la CEDEAO quand d'autres sont beaucoup plus mesurés et pensent qu'il y a des acquis et que l'organisation reste perfectible. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. C'est donc la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Donc, le numéro de ce jour a été consacré à la CEDEAO. Pour suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.